Quand on pense à l'innovation, à inventer le futur, on imagine souvent les filières scientifiques, les ingénieurs. Oui, c'est un réflexe assez courant. Mais il existe une formation qui parie sur une autre approche, une formation qui forme des esprits à innover en repensant tout ce qui nous entoure, les objets, les services, les messages. C'est une excellente façon de voir les choses. Aujourd'hui, on met de côté les clichés sur les filières artistiques pour plonger au cœur d'un programme qui est, je trouve, fascinant. Le baccalauréat STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Exactement. Et l'objectif ici, en analysant les programmes officiels, c'est vraiment de voir au-delà des intitulés de cours. On va essayer de saisir la philosophie de cette formation. Ah oui, parce que beaucoup la voient encore comme une filière pour ceux qui savent bien dessiner. C'est une erreur profonde. En réalité, c'est une formation pour des solutionneurs de problèmes qui utilisent la créativité comme un outil d'analyse aussi rigoureux que peuvent être les mathématiques. D'accord, alors explorons ça. Le parcours commence, bien sûr, par la classe de première. Les sources disent qu'il s'agit de construire une base solide et commune. C'est une formule qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui rend cette base si particulière en STD2A? Sa particularité, c'est l'intégration. On ne juxtapose pas des matières qui s'ignorent. Au contraire, on a 3 enseignements de spécialité qui sont conçus pour fonctionner ensemble en permanence. Lesquels? Alors on a design et métiers d'art, outils et langage numérique, et ce qui surprend souvent, physique-chimie. Ah oui, la physique-chimie. On y reviendra. L'idée, c'est que n'importe quel projet de design est un carrefour où ces 3 disciplines doivent absolument se rencontrer. Le plus gros morceau en termes de volume horaire, c'est la spécialité design et métiers d'art. Le programme la découpe en 5 pôles. Dit comme ça peut sembler un peu bureaucratique. Un peu abstrait, oui. Essayons de rendre ça concret. Par quoi on commence, Lu? On commence par le cerveau de l'opération, si on veut. C'est le pool outils et méthodes. D'accord. Il faut vraiment le voir comme le camp de base intellectuel de l'élève. C'est là qu'on apprend à ne pas se lancer tête baissée dans une idée, on y apprend à poser un problème, à chercher l'info pertinente, à l'analyser, la synthétiser et surtout à communiquer ses idées. De manière claire et structurée, j'imagine. C'est ça, c'est le fondement de la rigueur. Donc, avant même de parler de créativité ou de dessin, on parle de méthode. C'est C'est l'antithèse complète du cliché de l'artiste qui attend l'inspiration. absolument. L'inspiration, c'est 1%. Le reste, c'est de la méthode et du travail. Une fois que cette méthode est en place, là, on peut entrer dans le cœur du réacteur, le pôle démarche créative. C'est ici qu'on passe de la pensée à l'action. On apprend à résoudre des problèmes par l'expérimentation, par le test, par l'erreur aussi. La créativité, ce n'est pas de la magie, c'est un processus. Itératif. Donnons un exemple pour que ce soit plus parlant. Si le projet, c'est de concevoir un nouveau type d'assise pour un lieu public, une gare par exemple, ça se passe comment concrètement? Bah, on ne va surtout pas commencer par dessiner une chaise. Surtout pas. D'abord, on analyse le besoin avec les outils et méthodes. C'est-à-dire, pour combien de temps? Dans quel environnement? Quel est le budget? Ensuite, la démarche créative prend le relais. On va explorer des pistes, on fait des maquettes rapides en carton, on teste des pliages, on expérimente des matériaux. Et on peut se rendre compte que la solution n'est pas une chaise, en fait. Exactement. C'est peut-être un système modulable ou tout autre chose. C'est une véritable enquête qui aboutit à une proposition. Et pour mener cette enquête et présenter ses conclusions, il faut un langage. J'imagine que c'est le rôle du pôle art visuel. Mais là, on touche à un autre mythe. Est-ce qu'il faut être un virtuose du dessin pour y entrer? Excellente question. La réponse est un non catégorique. Ce pôle n'est pas là pour former des artistes de galerie. Il est là pour donner aux élèves une grammaire visuelle. Le dessin est un outil de pensée, Pas une fin en soi. pas une fin en soi. Il y a le dessin d'observation, pour apprendre à regarder, à comprendre comment un objet est construit. Puis le dessin d'intention, pour coucher une idée rapidement sur le papier. Mais on explore aussi la photo, la vidéo, la typo, la science des couleurs, le volume. C'est apprendre à parler avec des images, des formes, des couleurs. C'est un langage, oui, aussi riche que les mots. Un langage qui a son histoire, ses références, ce qui nous amène logiquement au pôle art, technique et civilisation. Là, on parle de culture générale. C'est de la culture, mais une culture appliquée. On ne peut pas inventer le futur si on ignore le passé et le présent. Ce pôle donne le contexte. Par exemple,
Pourquoi le design scandinave est-il si épuré? Comment l'invention du plastique a révolutionné le design de produits? Pourquoi tel logo est si efficace? On étudie les grands mouvements, les innovations, non pas de manière chronologique et un peu ennuyeuse. Ah oui, pas de frise à apprendre par cœur. Non, par thème, pour créer des ponts et nourrir la réflexion. C'est ce qui permet de ne pas réinventer la roue, ou alors de la réinventer mais en sachant pourquoi on le fait. C'est fascinant de voir comment tout s'emboîte. On a la méthode, la pratique, le langage et la culture. Il manque un élément, le contact avec le réel, la matière. C'est le dernier pôle, technologie. C'est ça, c'est le pôle du comment c'est fait. On y étudie les matériaux, le bois, les métaux, les céramiques, les textiles, les composites, leurs propriétés, leurs contraintes, comment on les transforme. De l'artisanal à l'industriel. Oui, et surtout, on y aborde des questions qui sont cruciales aujourd'hui. L'impact environnemental, le cycle de vie d'un produit, le recyclage, c'est ce pôle qui ancre le design dans la réalité physique du monde. Et c'est là qu'on en arrive à l'élément qui surprend le plus quand on regarde les sources, la spécialité physique-chimie. Je dois avouer que ça semble contre-intuitif. On imagine les élèves qui choisissent cette filière en se disant super, enfin débarrassés des sciences dures. Et paf, on leur en remet. Oui, c'est la réaction de beaucoup de gens. Mais en réalité, c'est la clé de voûte qui rend tout le reste crédible. Comment ça s'intègre alors? Sans faire pièce rapportée? Le programme est très intelligemment construit. Il y a deux grands thèmes: connaître et transformer les matériaux, et voir et faire voir des objets. Ce n'est pas de la physique abstraite, c'est la science au service direct de la création. Reprenons un exemple, changeons. Imaginons qu'un élève veuille créer une liseuse pour enfants, un objet interactif. Comment la physique-chimie intervient? De mille manières. Pour l'écran, quelle technologie utiliser pour ne pas abîmer les yeux? Ça, c'est de l'optique. Pour la coque, quel plastique choisir pour qu'il soit léger, résistant au choc et non toxique? C'est de la chimie des polymères. La batterie aussi, j'imagine. La batterie, comment optimiser sa durée de vie? Électrochimie. Les couleurs de la coque, quel pigment utiliser pour qu'il ne s'altère pas au soleil? Chimie des colorants. La physique-chimie, ici, ce n'est pas des équations au tableau. C'est une série de réponses à la question est-ce que mon idée est réalisable, sûre et durable? C'est exactement ça. Vu comme ça, c'est limpide. Et le troisième pilier de cette première aile, les outils et langages numériques. J'imagine qu'on ne se contente pas d'apprendre à utiliser un ou deux logiciels. Non, l'approche est bien plus large. Bien sûr, on apprend à maîtriser les logiciels de création 2D, 3D, de mise en page, de montage vidéo. Mais le programme insiste sur deux points: développer un esprit critique face au numérique Ah, intéressant. et privilégier les logiciels libres. L'idée est de former des créateurs polyvalents et conscients, pas des techniciens dépendants d'une seule marque. Pour la liseuse, on pourrait modéliser un prototype en 3D, créer une animation pour présenter son fonctionnement et même coder une petite interface simple. Le numérique est donc à la fois un atelier, un bureau d'études et un canal de communication. C'est un peu tout ça à la fois, oui. Cette année de première semble être un tourbillon incroyablement riche. Une sorte de tronc commun où l'on touche à tout pour se forger une vision à 360 degrés du design. Mais les sources indiquent qu'en terminale, tout change. La grande spécialité design et métier d'art se scinde en deux. Pourquoi cette bifurcation? C'est une étape de maturation, en fait. C'est logique. Après avoir exploré tout le champ des possibles en première, on demande à l'élève de commencer à définir son profil, à affiner ses appétences, pour mieux préparer les études supérieures. Le niveau monte, j'imagine? Oui, le niveau d'exigence monte d'un cran. On attend plus d'autonomie, plus de profondeur. On passe de la découverte à l'approfondissement. Alors, quelles sont ces deux voies? Les intitulés sont Analyse et méthode en design et Conception et création en design et métier d'art. À première vue, on a l'impression de séparer les penseurs des faiseurs. Ce n'est pas un peu caricatural? Cette simplification serait une erreur. C'est une crainte légitime. Mais la distinction est bien plus subtile. Il ne s'agit pas du tout de créer deux profils hermétiques. D'accord. Les deux spécialités continuent de travailler sur les 5 pôles vus en première. La différence, c'est la porte d'entrée que l'on choisit pour aborder un projet. Expliquez-nous ça. Quelle serait la porte d'entrée pour un élève en analyse et méthode en design? Cet élève va privilégier la stratégie, la culture et l'argumentation. Sa force, c'est le pourquoi. Face à un problème, son premier réflexe, ça va être de plonger dans la recherche, d'analyser le contexte, de décortiquer le cahier des charges, de comprendre les enjeux sociologiques, marketing. Il construit un dossier solide avant même de dessiner. Voilà. Il va construire une argumentation en béton avant de commencer à esquisser. C'est le versant plus stratégique du design.
comprendre le sens avant de définir la forme. Et à l'inverse, l'élève en conception et création en design et métiers d'art? Lui ou elle va privilégier l'expérimentation, le dialogue avec la matière, le prototypage. Sa force, c'est le comment. D'accord. Face au même problème, son premier réflexe sera peut-être d'aller en atelier, de prendre des matériaux, de les plier, les assembler, tester des mécanismes. La solution émerge du faire, de la manipulation. C'est le versant plus expérimental, où la main pense autant que le cerveau. Pourrait-on imaginer comment ces deux profils aborderaient le même projet? Disons, réinventer le mobilier d'une salle de classe de maternelle. Parfait exemple. L'élève en analyse et méthode commencerait sûrement par lire des études sur la psychomotricité des jeunes enfants, interviewer des enseignants, observer les flux. Il produirait un dossier d'analyse très poussé avant de proposer un concept de mobilier flexible. Mhm. L'élève en conception et création, lui, pourrait commencer par construire des prototypes très simples en mousse ou en carton à l'échelle 1, pour observer comment les enfants interagissent avec, comment ils les détournent. Il apprendrait en regardant les réactions physiques des utilisateurs. Mais au final, le premier devra bien fabriquer une maquette. Évidemment, Et le second devra bien rédiger une note pour expliquer ses choix. absolument. Et c'est là toute la subtilité. Quel que soit le point de départ, les deux chemins se rejoignent. L'analyste doit concrétiser sa pensée et le créateur doit conceptualiser sa pratique. Le but reste le même. Le but final reste le même, former un designer complet, capable de mener un projet de A à Z. La terminale permet simplement de le faire en partant de son point fort, ce qui va donner une couleur à son profil pour la suite. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir de ce bac STDA si on devait en distiller l'essence? Il faut retenir que c'est une formation d'une exigence et d'une intelligence rare. Elle réconcilie des mondes qu'on oppose trop souvent. La créativité et la méthode, la culture et la technique, l'art et la science. On y apprend moins à faire joli qu'à penser juste. C'est exactement ça. La compétence fondamentale qu'on y acquiert, c'est la capacité à poser correctement un problème, avant même de chercher la moindre solution. C'est donc une préparation à une immense diversité de métiers, design graphique, design d'espace, de mode, de produits, mais aussi les métiers d'art qui connaissent un renouveau incroyable. Tout à fait. En fait, au-delà des métiers, cette formation semble former un certain type d'esprit. Des gens curieux qui savent observer le monde, repérer un dysfonctionnement, un besoin non satisfait. Et qui ont ensuite une palette d'outils complète pour imaginer une solution pertinente et la concrétiser. Le programme insiste beaucoup sur l'observation du présent comme tremplin pour l'innovation. La manière dont cette formation entraîne les élèves à déconstruire et à reconstruire les idées, ce n'est pas seulement utile pour créer de nouveaux objets, c'est une façon de penser le monde. Hmm. Alors, voilà une pensée pour la route. Si on devait réinventer un objet ou un service invisible de notre quotidien, celui auquel on ne pense jamais, une poignée de porte, un passage piéton, une file d'attente, quel problème résoudrait-on et surtout, par où commencerait-on? Pour en savoir plus sur les formations et les métiers, il est possible de s'abonner sur la chaîne de podcast Choisis ta formation et ton métier. Et sur la chaîne YouTube du même nom, choisis ta formation et ton métier.